Nous rappelons toujours deux principes simples. C'est à la fois la filière de la communication, au-delà du poids économique de 51 milliards qu'il représente, est composée de 55 000 entreprises et de 600 grands donneurs d'ordre. Je suis effectivement le maire, mais d'un village un peu spécial. Le premier écueil à l'innovation, c'est la peur. Donc je pense qu'il y a vraiment un changement un peu culturel aussi, et aussi dans l'éducation, dans l'enseignement à faire, mais il est en train de s'opérer. Mais sous l'ouverture, que les gens s'acceptent avec bienveillance et avec plaisir. Ça, je trouve que c'est des mots extrêmement forts. Bonjour, nous sommes réunis aujourd'hui pour parler d'innovation. Mais l'innovation, avant tout, c'est du business. Avant tout, c'est la mise en relation entre les grandes marques, les grands donneurs d'ordre, avec le public qui est celui des innovateurs, qu'il soit de l'ancienne ou de la nouvelle économie. L'innovation recouvre plusieurs formes, plusieurs formats, plusieurs regards, plusieurs initiatives, souvent beaucoup d'ambition derrière l'innovation. Inge, quel est ton regard sur l'innovation ? Alors l'innovation, tout d'abord pour moi elle est vraiment créatrice de valeur, mais il faut voir un petit peu les secteurs ou les endroits où elle se développe. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de secteurs qui sont en mutation, notamment aussi le secteur de la communication. En tant que membre d'HEC, nous voyons également l'innovation et toute la rupture qui existe aussi dans le secteur de l'éducation. Donc la première chose qui me vient à l'esprit pour l'innovation, c'est la rupture, le fait de se réinventer. Et puis après, il y a une innovation, je dirais, en France, dont il faut être fier, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, mais une innovation aussi qui est de plus en plus globale. Et Franck Ribou de Danone avait dit il y a quelques années, il y a aussi la reverse innovation, donc toute cette captation d'innovation qui se passe un petit peu partout dans le monde, qui peut aussi enrichir notre écosystème ici en France. Voilà, en quelques mots, mon regard sur l'innovation. Merci. Alors, l'innovation made in France, vous savez que ça m'est cher. Donc Philippe, qui mieux que toi peut parler d'innovation made in France ? Ton regard sur l'innovation, depuis maintenant quelques mois, c'est toi qui conduis donc le pôle innovation au sein de la médiation. Tu as une lourde responsabilité. Nous sommes très observateurs dans notre écosystème de la communication des mesures, des actions, des orientations que tu souhaites prendre. Qu'est-ce que tu peux nous dire, l'innovation made in France ? Moi, j'ai deux chiffres en tête qui me hantent un peu quand même quand on les regarde de près. C'est que quand on regarde la position de la France dans les grandes puissances économiques en matière d'investissement en R&D, on est en haut du tableau, dans les 5-6 premières puissances mondiales, ou les 4-5 selon les critères qu'on prend et le moment où on fait ces évaluations. En revanche, quand on regarde la position de la France dans le tableau des pays les plus innovants, eh bien on est en bas du classement. On est 23, 24, 25e. On est plutôt en bas du classement. Donc il s'est passé quelque chose entre l'idée qu'on a et puis le produit ou le service qu'on va commercialiser. Il s'est passé quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Alors c'est certainement lié à des problématiques de communication, des problématiques de culture, des problématiques de posture, des problématiques de crainte de l'échec, des problématiques d'éducation, des problématiques de rythme. La vitesse, le tempo est un élément majeur. Et c'est là où d'ailleurs la médiation prend tout son sens, puisque on vient quand dans un environnement, le dialogue, la confiance ne sont plus de mise, et on est dans une absence de dialogue et dans une relation de défiance. Et notre rôle, c'est effectivement, alors dans certains cas de façon curative, éviter qu'on aille dans des démarches procédurales devant un tribunal, parce que là, ça y est, c'est fini, on ne sait plus rattraper le coup. Et donc, dans l'autre cas, plus préventif, travailler sur des chartes, donc la charte relation fournisseur responsable, que tu connais bien, et sa déclinaison qu'on est en train de faire sur l'innovation, donc la charte PME innovante, et puis essayer de remettre les acteurs autour de la table pour recréer du dialogue. Je pense qu'avant tout, il y a deux notions pour moi essentielles dans l'innovation. C'est l'ouverture, je ne dis pas innovation ouverte, ça c'est un mode opératoire, mais c'est l'ouverture, que les gens s'acceptent avec bienveillance et avec plaisir. Ça, je trouve que c'est des mots extrêmement forts, et puis que les gens collaborent. Et à partir de là, on aura plein de bonnes choses à raconter. Alors, nous rappelons toujours deux principes simples. C'est à la fois la filière de la communication, au-delà du poids économique de 51 milliards qu'il représente, est composée de 55 000 entreprises et de 600 grands donneurs d'ordre. Et les 600 grands donneurs d'ordre consolident 90% de cet investissement. Alors, je crois que cette dynamique, cette implication des grands donneurs d'ordre nous paraît absolument essentielle. Bon, Fabrice, je vais te passer la parole parce que, d'abord,
Tu es monsieur le maire aujourd'hui, et je voudrais que tu nous expliques pourquoi tu es monsieur le maire, et pourquoi un grand donneur d'ordre, un grand annonceur, une grande marque comme la tienne, porte les valeurs de l'innovation. Je suis effectivement le maire, mais d'un village un peu spécial. C'est un village qui est à l'initiative du Crédit Agricole, qui est un village qui est situé au 55 rue de la Boétie, en plein Paris. C'est un village qui qui vise en tout cas à accueillir de jeunes startups innovantes et qui vise à les accompagner dans leur développement commercial. D'ailleurs, on ne dissocie, nous, jamais le terme d'innovation à celui de business. C'est bien un lieu dédié au business et à l'innovation. D'ailleurs, notre slogan, c'est « Coopérer pour innover ». Alors, concrètement, ça veut dire quoi dans les faits? Ça veut dire que l'idée, c'est de pouvoir mettre en relation très rapidement, afin de pouvoir l'accélérer, une jeune start-up avec des PME à la recherche d'innovation, et ça se fait notamment au travers des clients des caisses régionales du Crédit Agricole. Mais c'est aussi l'idée de pouvoir mettre en relation de jeunes startups avec de grands donneurs d'ordre, et ceci, on le fait au travers de grands partenaires qui nous accompagnent. Ce sont des grands partenaires présents notamment à l'international. Alors, Yannick, tu es le premier citoyen de ce village, c'est bien ça? Exactement. Tu as été le premier, non? J'ai été le premier à arriver alors que les arbres n'étaient pas encore plantés sur la place du village. La rencontre avec le village, c'est la recherche d'un écosystème pour pouvoir émerger plus vite. On a une question de rapidité, de mise sur le marché, de rencontre avec un marché, avec une offre. Allez, on n'est pas, comme on dit, des perdreaux de l'année. On a eu quelques premiers éléments qui permettent de valider qu'on est sur la bonne piste. Et le village est là pour nous aider, pour nous éclairer, comme au sens premier du terme, à nous faire éclore auprès de partenaires, d'autres startups aussi. Ce village, il est voué à grandir, il est voué à être uniquement une phase expérimentale pour le Crédit Agricole, ou est-ce qu'il est voué à prendre une autre dimension? Et aujourd'hui, combien êtes-vous au sein de ce village? Alors, en termes d'habitants, on a une centaine de startups, ça représente à peu près 300 personnes. Mais l'équipe du village est une start-up, c'est une toute petite équipe de 6 personnes pour pouvoir faire tourner le village et mettre en relation, en tout cas le faire vivre. Ce que je souhaite, alors, par rapport à votre question, ce que je disais, c'est que le village est une initiative du Crédit Agricole. Le Crédit Agricole est une banque de territoire. Donc l'objectif qui nous a été fixé, c'est de pouvoir développer ce village au sein des caisses régionales du Crédit Agricole, donc pouvoir le déployer sur l'ensemble du territoire, mais aussi de pouvoir le déployer à l'international. Donc d'ores et déjà, nous avons un bureau à New York qui va ouvrir, c'est la même chose à Hong Kong, et on travaille actuellement avec les filiales européennes. La promesse qui est faite à un jeune entrepreneur, c'est de pouvoir, avec son badge village, quel que soit son village d'appartenance, j'allais dire, de pouvoir se rendre dans n'importe quel village en France et à l'international. Alors Inge, comment tu réagis à cela et quels seraient les messages que l'on pourrait faire passer à l'ensemble, je dirais, de notre filière par rapport à cette dimension internationale? Je suis ravie que ces villages vont se développer à l'international. Je trouve ça vraiment une excellente initiative. Et ce que je vois à chaque fois quand je vois ces innovations, je vais me permettre de citer Nicolas Dufourcq qui disait dans une intervention, je vois les entreprises françaises pêcher dans la mare devant. Ils ne voient pas l'océan derrière eux. Ça m'a beaucoup marqué, cette phrase, parce que c'est ce que je vois aussi sur ces innovations de ce secteur de la communication. Il y en a beaucoup qui sont excellents, donc il y a une excellence, qui pourront s'exporter. Alors maintenant, il faut savoir comment on le fait, comment on les accompagne. Donc c'est peut-être un petit peu la future phase aussi pour l'Observatoire Commédia, de voir comment on peut accompagner, encourager ces entreprises françaises, cette innovation française de s'exporter. Parce que les marchés sont dynamique. HEC aujourd'hui est présent partout dans le monde. Nous avons nos exécutifs programmes partout dans le monde. On voit la dynamique des marchés et l'innovation française, à mon avis, a vraiment sa place dans tout ça. On parle beaucoup de la notion de confiance. Confiance en notre État, confiance en notre pays, confiance en nos politiques, confiance en nos entreprises. Mais là, comment arriver à faire comprendre aux entrepreneurs que tous innovent? Et je pense qu'il y a deux réponses à ça, puis je voudrais revenir sur un point de Inge ensuite. Je crois qu'on est encore dans cette façon de penser que l'innovation, c'est forcément un travail d'ingénieur. Et ça, il faut sortir absolument de ça, et les choses iront beaucoup mieux. Ensuite, je crois qu'on est un pays où on est encore très pudique. Et je pense que l'innovation, c'est aussi beaucoup d'émotions, c'est beaucoup de sensibilité. Et finalement, c'est beaucoup de différenciation.
Et quand on fait tous nos actes de vente, on essaye tous d'être différents. Et rien que ça, c'est déjà de l'innovation. Lorsqu'on manage nos entreprises, on essaie tous de le faire avec nos sentiments, nos tripes. Ça, c'est aussi de l'innovation. Mais à vouloir faire un élitisme trop axé sur la technologie, sur le scientifique, finalement, on complexe tout le monde. Et c'est, dans certains cas, désastreux, parce que celui qui innove n'ose pas dire qu'il innove, parce qu'il ne se reconnaît pas dans le club de ceux qui sont dans des domaines technologiques très très poussés. Donc ça, il y a vraiment un point là-dessus, et peut-être même, je vais être un peu violent, mais il y a peut-être une forme d'arrogance aussi qu'il faut combattre. Et cette arrogance, on la trouve parfois également entre des grands groupes ou des grands laboratoires vis-à-vis de PME. Donc finalement, on le retrouve à tous les niveaux. Donc ça, c'est important, et je crois que c'est un vrai sujet sur lequel il faut travailler. Et là-dessus, il ne faut pas se leurrer, ce n'est pas une question de petite boucle, c'est-à-dire la relation entre deux acteurs sur un territoire ou dans un écosystème, c'est une question de grande boucle. C'est-à-dire qu'il faut remonter à l'éducation. Et l'éducation dans les classes les plus petites. Inge va répondre, et moi, avant qu'elle me réponde, je vais lui répondre à elle. Sur un point qui est essentiel, c'est sur l'international. Moi, je pense qu'il y a deux formes d'international, et je crois aussi qu'il faut être attentif et ne pas raconter à tout le monde des histoires qui ressembleraient à des chants de sirènes. Il faut y faire attention. Il y a, dans des domaines technologiques ou de services basés sur des fortes composantes dématérialisées et sur des modèles B2C, il faut casser les frontières tout de suite. Si on ne casse pas les frontières, c'est pas la peine, on n'existera jamais. Sauf si son souhait, c'est de rester un petit artisan au cœur du village. Mais si on veut être la grande enseigne qui irradie au niveau national ou international, il faut vite s'en aller pour plusieurs raisons, parce que le marché est beaucoup plus important en Chine maintenant, en Californie, etc. Et puis le financement de l'innovation n'est pas le même, et la caisse de résonance qu'apporte l'écosystème qui est autour de vos technologies est 10 fois supérieure à ce que vous pouvez trouver en France encore aujourd'hui. Pour autant, dans certains domaines, l'international ne peut se faire que si et seulement si, et là on se renvoie à nos propres responsabilités au sein de notre pays, on peut montrer des premières références en France. Et si je n'ai pas moi une référence avec un grand compte français, public ou privé, j'irai jamais le vendre à l'international, parce qu'on me dira, mais à qui l'avez-vous vendu en France? Vous avez une solution dans le monde de la santé, c'est bien, vous l'avez vendu à la PHP? Non, je ne l'ai pas vendu à la PHP. Alors pourquoi moi, en Californie, ou je ne sais pas dans quel pays d'Asie, je vous ferai la fleur de faire la première offre? Ça, c'est super important. Donc la conséquence également de la qualité de la relation PME-grand compte a non seulement un impact sur notre économie, la capacité à se développer localement, mais sur la capacité aussi à réussir à l'international. Sachant que, quand même, ce sont des opérations qui sont longues et qui sont chères. Donc il faut être bien équipé pour y aller. Avant de donner parole à Inge, je crois que Yannick voulait réagir sur ce point-là. Je voudrais réagir sur le fait que le premier écueil à l'innovation, c'est la peur. Peur qui est liée à la méconnaissance et laquelle entraîne la barrière que vous venez de citer. Je pense que c'est un mindset, on va leur employer le mot en anglais, parce que c'est un état d'esprit, mais il faut être à l'international, on parle de village mondial, il faut que les grands donneurs d'ordre, à un moment donné, choisissent des gens qui ont envie, ou que le management, la responsabilité du management, l'innovation, c'est dans le management qu'elle doit passer en premier lieu, à dire oui, tu peux commettre une erreur. Et ça ne sera pas sanctionné. Je crois que Michael Dell, qui était présent en France il y a 48 heures, donc disait une chose en disant qu'il a fallu des dizaines de milliers d'échecs en matière d'innovation pour créer une très belle innovation. Donc je crois que ça doit nous porter à beaucoup de réflexions. Alors maintenant, c'est toujours mieux d'échouer. Tu voulais répondre, Inge, à Philippe et peut-être à Yannick. Oui, donc on va faire le lien un petit peu entre les deux. Je pense qu'il y a une culture derrière tout ça. Étant une étrangère vivant en France depuis de nombreuses années et en étant très heureuse ici, mais j'ai ce regard sur la culture française. On explique beaucoup, et c'est même aussi vrai pour les grandes écoles, on explique beaucoup le parcours parfait pour arriver à un objectif. Voilà, donc culturellement, je pense qu'aux États-Unis, par exemple, pour être très concret, on est beaucoup plus ouvert à l'idée de l'échec. Donc ça, c'est une première réaction un petit peu personnelle.
et le regard que je porte là-dessus. Et je pense qu'il faut que ça évolue et que ça peut évoluer. Et on parlait des États-Unis. Bon, vous allez me dire, tout le monde est un petit peu au courant de ça, mais vous allez en Chine, ils n'ont pas très peur non plus. Donc, il y a une notion de culture et peut-être voilà, de changement de mindset. Je reprends le même mot peut-être en anglais. Je vois les nouvelles générations, les gens qui sont sur le campus, et ils osent. Ils sont beaucoup plus exposés déjà à l'international. Nous avons aujourd'hui dans nos exécutifs MBA 30% des personnes qui ne rentrent plus dans les grandes sociétés, qui vont aller directement dans l'entrepreneuriat. On a créé un club d'entrepreneuriat. Donc je pense qu'il y a vraiment un changement un peu culturel aussi, et aussi dans l'éducation, dans l'enseignement à faire, mais il est en train de s'opérer. Du moins, j'ai l'espoir et je le vois un petit peu grandir tous les jours. Je vois trépigner, Philippe. Non, je ne trépine pas, j'adhère à 100%, et je voudrais peut-être imager ça sous deux vocables différents, et qui montre bien le passage qu'on a de l'entreprise industrielle traditionnelle au mode qu'on connaît aujourd'hui et auquel ne pourront pas se soustraire les entreprises si elles veulent continuer à exister différemment. C'est le passage de la gestion de haut potentiel dans les entreprises au passage à la gestion des talents. Et ça, c'est fondamental. Le haut potentiel qui a toujours été depuis quelques années un critère de sélection dans les grands groupes, c'est de demander à quelqu'un de faire ce qu'on lui demande de faire de façon excellente et toujours mieux. Mais quelque part, si on provoque un petit peu, on ne change rien. Ce qu'on veut faire, c'est le faire mieux et on ne change rien. Et on sait très bien que si on ne change rien, rien ne changera. Alors que le talent, lui, c'est celui qui a envie de changer les choses. Quand on voit SNCF qui fait Idevroom, je ne peux pas imaginer qu'il n'y ait pas eu des hauts potentiels, qui aient travaillé avec des gens talentueux pour partir dans ce type de schéma-là. Et ça, c'est intéressant. Et si on reste sur son haut potentiel, eh bien, on va mourir à échéance de 10, 15, voilà. Si on n'est que sur son talent, on ne se développera jamais suffisamment pour devenir un champion mondial. C'est ces deux notions qu'il faut absolument intégrer et faire coexister. Fabrice, tu souhaitais réagir donc tout à l'heure au propos, peut-être 2 points, oui. Oui, c'était sur 2 points. Le premier, c'était sur l'international dont on parlait. Donc on partage, et notre objectif à nous, c'est plutôt de maintenir les entreprises en France. On ne cherche pas à les délocaliser, on cherche plutôt à exporter leur savoir-faire, voire à faire en sorte qu'elles puissent se développer. Ça, c'est un élément très très important. Deuxième élément, je voulais réagir aussi sur quand on est une jeune start-up innovante, comment j'arrive à rassurer des grands comptes, notamment. Modestement. Oui, mais alors là, moi je peux pas être d'accord avec ça. Alors là, je suis assez agacé. Non, mais ça y est, je suis agacé. Tu sais bien, Philippe. Ce que tu dis est tellement vrai. Aujourd'hui, on est toujours sous le syndrome du taux de dépendance. Je suis start-up, je dois signer un contrat. J'ai un cas, là, encore hier. Hein, je dois signer un contrat. J'ai 50 000 euros de chiffre d'affaires. Normal, je démarre. Je signe un contrat de 150 000 euros. Tout de suite, on tire la sonnette d'alarme. On est en taux de dépendance. Alors là, Philippe, moi je m'excuse, mais à la médiation, là, il y a un vrai sujet. Tu sais que c'est un sujet avec Pierre Pellouzet. On y travaille. Le point, c'est, et ça revient d'ailleurs sur cette notion de haut potentiel et de talent, c'est qu'on ne pourra pas travailler l'achat innovant en appliquant les procédures d'achat qu'on applique sur du gros volume. Et si on n'est pas capable de dire qu'on fait de l'achat stratégique, avec des procédures adaptées, ce qu'on va appeler du fast track, des choses simples, rapides, et qui autorisent les acheteurs, qui portent des responsabilités lourdes, et qu'on a câblé à faire un mode de fonctionnement de ce type-là, à travailler différemment et à prendre des risques d'une autre nature, on n'y arrivera pas. Donc ça, c'est acté. D'ailleurs, dans la charte relations fournisseurs responsables, c'est pris en compte. Dans la charte PME innovante, c'est pris en compte. Ça évolue. Et il y a malheureusement des gens qui restent encore sur ce genre de choses. Alors attention, la dépendance, parfois, c'est aussi une mauvaise bonne excuse. Hein. Il est l'heure qu'on puisse conclure. Fabrice, Monsieur le maire. Je reviendrai sur notre posture qui est coopérer pour innover. C'est une posture qu'on a prise avant l'ouverture et je peux témoigner aujourd'hui de l'aventure incroyable que je vis parce qu'en permanence, il y a une dynamique aujourd'hui autour de l'innovation et de la création d'entreprises dans ce village qui donne plein de courage en tout cas et l'envie de continuer et de réussir. Philippe. Ma conclusion, c'est en fait la période qu'on vit aujourd'hui, consécutive à une crise qu'on traverse depuis un petit bout de temps, est formidable d'espoir. Et je pense que depuis quelques mois, on n'a jamais autant parlé d'innovation qu'on en parle aujourd'hui. Et je pense qu'on n'a jamais mis autant d'initiatives et de projets en place qu'on en a mis depuis quelques temps. Et j'en veux pour preuve le plan Nouvelle Donne pour l'innovation, la démarche French Tech qu'on est en train
train de déployer de manière remarquable, jusqu'à aller au jeu digital où on organise des rencontres qui étaient absolument impensables il y a encore quelques mois. Donc ça, ce sont des signaux extrêmement forts. Et puis, moi, j'écoute mes enfants aussi. Et ce qu'ils me racontent me donne beaucoup d'espoir. Quand je les vois face à leur propre futur et à la façon dont ils vont gérer ce futur, ça me donne énormément d'espoir. Mais peut-être un point sur lequel il faut être attentif, c'est, on l'a dit, je le redis, c'est que tout ça repose sur de la confiance et de la rencontre. Alors quand je vois ce qu'on a fait par exemple l'année dernière avec EDF, on a réussi à mobiliser 154 super d'EDF avec 200 PME pour qu'ils passent une journée à se découvrir et à parler ensemble pour finalement passer dans une logique contractuelle ensuite et avec beaucoup de plaisir. Mais voilà, c'est ça. Et ce que tu fais dans le cadre de Commédia, avec l'accent sur la communication, la rencontre, et magnifier cette rencontre pour qu'ensuite il se passe des choses, ça fait partie aussi des dispositifs qu'il faut absolument continuer à développer. Merci Philippe. Inge, le mot de la fin, c'est pour toi. Alors, le mot de la fin, en 3 mots, peut-être un peu plus. Je voudrais rebondir sur l'espoir et sur le fait que les choses changent. Je pense que ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a des choses qui évoluent et il y a vraiment des choses qui se passent aujourd'hui. Il y a des choses qui se passent au sein de l'Observatoire Commédia, très concrètes, des contrats qui se signent, de l'innovation qui va être achetée, qui va même être exportée. Donc ça, je trouve ça très encourageant. Il y a des choses qui se passent dans l'éducation, il y a des choses qui se passent voilà, avec des initiatives des grands donneurs d'ordre, comme on dit, des grandes institutions. Donc il se passe beaucoup de choses aujourd'hui en France et je pense qu'il y a une marque, un professeur d'HEC disait ça récemment, Jean-Noël Capferrer, il y a la marque France qui a besoin d'être soutenue et qui peut être un parfait levier pour beaucoup de choses et je pense qu'on peut en être fier. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup d'énergie, donc je pense qu'il y a beaucoup d'espoir. Merci à vous tous, on aura l'occasion de poursuivre nos échanges, beaucoup de choses n'ont pas été dites. Beaucoup d'idées que nous avions en préparation n'ont pas pu être formulées, mais je crois que ça nous donnera l'occasion de nous retrouver sur d'autres débats et d'autres échanges autour de l'innovation. Merci à vous tous. Merci. Merci.